Mon fils a dit à la famille de sa femme que j'étais mort. Je l'ai découvert un mardi soir, assis seul à ma table de cuisine, en voyant une photo sur un réseau social où son cousin l'avait accidentellement identifié. Le lendemain matin, j'ai appelé mon agent immobilier et j'ai vendu l'immeuble dans lequel il vivait. Gratuitement depuis 6 ans. C'était ma façon de revenir à la vie. Si cela vous choque, continuez à écouter, car lorsque j'aurai fini, vous comprendrez exactement pourquoi je l'ai fait. Et vous comprendrez peut-être même pourquoi je ne le regrette pas une seule seconde. Je m'appelle Sevli Korniv. J'ai 67 ans. J'ai travaillé comme électricien agréé de haut niveau pendant 38 ans à Nijni Novgorod et dans sa région. J'ai commencé, quand j'avais à peine 19 ans, avec une ceinture à outils empruntée et des mains cailleuses qui ne savaient pas encore tout à fait ce qu'elles faisaient. J'ai pris ma retraite à 57 ans avec des genoux abîmés, un appareil auditif à l'oreille gauche à cause de trop d'années passées près des générateurs, et un duplex modeste mais entièrement payé sur la rue Malaya Pokrovskaya, que j'avais acheté en espèces en 2009. Les 2 unités m'appartenaient. Pas d'hypothèque, juste des décennies de double garde et de vacances sacrifiées converties en 2 trousseaux de clés. Ma femme, Taïsia, est décédée il y a 3 ans d'un accident vasculaire cérébral. C'est arrivé vite. Et elle est partie rapidement, ce qui a été à la fois la partie la plus cruelle et la plus clémente. Elle n'a pas souffert longtemps. J'ai beaucoup souffert, mais c'est une autre histoire. Nous avons eu un fils, Gleb. Il a 34 ans maintenant. Il travaille dans l'immobilier commercial, dans un bureau du centre-ville avec vue sur la Volga, et il s'habille comme un homme qui n'a jamais rien porté de plus lourd qu'une mallette de sa vie. Jean était fier autrefois. Je veux que vous compreniez quelque chose avant que j'aille plus loin. Je n'étais pas un père parfait. J'ai trop travaillé. J'ai raté quelques spectacles scolaires. Je n'étais pas le genre de papa qui entraîne l'équipe de foot des enfants ou qui fait des sorties de pêche chaque été. Mais j'étais là. J'étais présent pour le dîner chaque soir où c'était possible. Je l'ai conduit à chaque entretien d'embauche quand sa voiture tombait en panne. Quand il a passé son examen d'agent immobilier, j'ai conduit 40 minutes sous une tempête de neige pour être devant le centre d'examen à sa sortie. Je me suis tenu sur le parking en janvier avec un gobelet en plastique de mauvais café, et j'ai regardé son visage quand il a franchi ses portes. Et ce regard fier et étourdi, valait chaque minute passée dans le froid. J'aimais mon fils comme les hommes. Comme moi aime. Pas avec des mots, mais avec la présence, en étant là. Et je lui ai donné quelque chose qui m'a coûté plus que ce que je lui ai jamais dit. Le duplex de la rue Malaya Pokrovskaya. Le logement du bas. 2 chambres, une bonne cuisine. Une véranda à l'arrière et une petite cour. Je lui ai dit, quand il avait 29 ans et qu'il débutait, installe-toi, pas de loyer, remets-toi sur pied. Je vivais moi-même dans le logement du haut. Je pensais que nous serions voisins, que nous dînerions peut-être le dimanche. Peut-être que je serais là quand les petits-enfants arriveraient enfin. Il a emménagé avec ses cartons, ses meubles et son ordinateur portable, et il a dit, « Papa, je ne sais pas comment te remercier pour ça. » Il m'a serré dans ses bras dans l'allée, et je sentais qu'il le pensait vraiment. Je l'ai tenu un peu plus longtemps qu'il ne s'y attendait parce que Taïsia était partie depuis 8 mois. Et j'apprenais encore à vivre dans tout ce silence. Et voir mon fils dans l'allée me dire merci me semblait être quelque chose de solide à quoi je pouvais me raccrocher. L'acte de propriété était toujours à mon nom. Il l'avait toujours été. Nous avions parlé de le transférer, mais le moment ne semblait jamais opportun. Et honnêtement, j'aimais savoir que ce morceau de papier portait mon nom pas pour contrôler, juste comme preuve que j'avais construit quelque chose, que mes 38 ans de travail avaient laissé une trace dans le monde que je pouvais voir et toucher. Ce détail devient important plus tard. J'ai rencontré Ilona pour la première fois environ 1 an et demi après l'emménagement de Gleb. Il m'a appelé un dimanche matin et sa voix avait cette énergie particulière. J'ai reconnu le ton qu'il prenait quand quelque chose de bien était arrivé et qu'il cherchait encore comment en parler. « Papa, je veux te présenter quelqu'un. Elle s'appelle Ilona. Elle est importante pour moi. Je lui ai dit de l'amener n'importe quel dimanche. J'allumerai le barbecue. » Il a marqué une pause. « Allons plutôt au restaurant. Quelque part sur un terrain neutre. » Je ne savais pas ce qu'il y avait de neutre à rencontrer la petite amie de mon fils dans mon propre jardin. Mais j'ai dit, d'accord. Il a choisi un endroit au centre-ville qui facturait 1200 roubles pour une tasse de thé. J'ai porté ma meilleure chemise en flanelle, la vert foncé que je garde pour les grandes occasions. Et je suis arrivé 15 minutes en avance, car c'est ainsi que j'ai été élevé. Ils sont entrés ensemble et elle était belle de la manière dont les choses chères sont belles. Parfaitement habillée, pas un cheveu qui dépasse. Un sourire qui arrivait environ 2 secondes après ses yeux. Ses yeux ont fait quelque chose quand elle m'a vu. Pas méchant, exactement. Plutôt, comme un recalibrage,
comme si on lui avait dit quelque chose de différent et qu'elle ajustait maintenant ses attentes en temps réel. Je me suis levé et j'ai tendu la main. Ilona, un vrai plaisir. J'avais hâte de vous rencontrer. Elle l'a serré brièvement. De même, a-t-elle dit, avant de s'asseoir. Nous avons parlé pendant environ 90 minutes. Ou plutôt, Gleb et moi avons parlé, et Ilona a écouté avec cette attention polie et lointaine de quelqu'un qui assiste à une présentation de projet qu'elle sait déjà qu'elle ne financera pas. Quand je l'ai interrogée sur sa famille, elle a mentionné que son père dirigeait un fonds d'investissement. Quand j'ai demandé où elle avait grandi, elle a dit Alexandrovskaya Sloboda, le quartier Hitz. Et elle a dit, comme les gens disent des choses dont ils savent qu'elles ont du poids. Je lui ai dit que j'avais fait des travaux d'électricité dans certaines de ces maisons. Autrefois et elle a souri de ce même sourire retardé de 2 secondes en disant. Comme c'est intéressant. Sur le chemin du retour, je me suis dit que j'étais trop sensible, qu'elle était juste nerveuse. Mais quelque chose avait changé dans le visage de Gleb pendant ce déjeuner. Quand elle parlait, il la regardait comme s'il vérifiait son propre reflet dans son expression, comme si son approbation était le miroir qu'il utilisait pour se voir. J'aurais dû y prêter plus d'attention. Les visites après cela sont devenues plus courtes. Pas d'un coup. Graduellement, comme l'eau érode la pierre. Cela arrive si lentement que vous ne le remarquez pas jusqu'au jour où vous regardez la rive et réalisez que la moitié a disparu. Avant Ilona, Gleb montait au logement du haut les dimanches, nous regardions le foot et je préparais un ragoût. Après Ilona, c'était peu, être 2 fois par mois, puis une seule fois. Puis je passais 3 semaines sans voir l'homme qui vivait directement sous moi. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Quand il montait, il n'enlevait plus ses chaussures. Avant, il les enlevait toujours à la porte. Maintenant, il les gardait comme s'il était prêt à partir à tout moment, comme si c'était une salle d'attente et non la maison de son père. Il s'asseyait sur le bord du canapé au lieu de s'y étaler. Il gardait son téléphone face visible sur le coussin à côté de lui et y jetait un coup d'œil toutes les quelques minutes. Un dimanche de février, j'ai préparé le bœuf bourguignon de sa mère selon la recette qu'elle gardait sur une fiche jaune. J'ai dressé la table pour 2 et je l'ai appelé. Salut, papa. On a en fait des projets avec les parents d'Ilona, ce soir. Son père veut nous emmener dîner au centre-ville. Je me tenais dans ma cuisine, regardant la marmite sur la cuisinière. Ses parents, hein, et quand est-ce que je les rencontre? Une pause. On trouvera un moment, papa. C'est juste que ils sont d'un autre cercle, tu sais. Je ne savais pas où je savais et je ne voulais pas l'admettre. D'un autre cercle, et je répétais. Je veux juste dire qu'ils ont une certaine façon de faire les choses. Je veux que ça se passe bien. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, Gleb? Il n'a pas répondu directement. Il a dit qu'il devait y aller. Il a dit qu'il rappellerait plus tard. Il n'a pas rappelé. J'ai mangé le bœuf seul. Et j'ai pensé à Taïsia. Comment elle disait toujours que lorsqu'un homme commence à effacer son père de ses histoires, le père doit faire attention. Les mois suivants furent identiques. Un appel ici, un message là. Rien de réel. J'ai attrapé un rhume qui s'est transformé en bronchite en mars, et je suis resté au lit pendant 4 jours avec de la fièvre. J'ai appelé Gleb le 2e jour quand la fièvre a atteint 39 degrés Celsius. Papa, une bronchite n'est pas une urgence. Tu as pris tes médicaments? Bois beaucoup d'eau. Tu vas t'en sortir. Je sais ce qu'est une bronchite, fils. Je pensais juste que tu aimerais le savoir. Je le sais. Je suis content que tu me l'aies dit. Écoute, on est en plein milieu de quelque chose ici. Je prendrai de tes nouvelles demain. Il n'a pas pris de nouvelles le lendemain. Il a envoyé un SMS 3 jours plus tard. J'espère que tu te sens mieux. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. À ce moment-là, la fièvre était tombée et je réalisais avec une clarté glaciale que j'avais passé 4 jours malade et seul sous l'appartement vide de mon fils, car il avait emménagé chez Ilona à l'autre bout de la ville 6 semaines plus tôt, sans en faire d'histoire. C'est mon voisin, Vassili, qui est venu prendre de mes nouvelles. En juin, j'avais probablement vu mon fils 4 fois en personne. Toutes de brèves rencontres. J'essayais de ne pas compter les jours entre les appels, mais je le faisais. Je gardais une note dans mon téléphone, 10 jours, 14, 18, 22. La fille de ma cousine Lyubov a posté une photo sur un réseau social un jeudi, soir d'octobre. Je ne l'ai vue que parce que j'avais cliqué par ennui. La photo venait d'une fête, une très belle fête. De longues tables avec du linge blanc, des bougies. Et là, au centre d'une photo, son bras autour d'Ilona avec ses parents de chaque côté, se trouvait mon fils Gleb. Félicitations à l'heureux couple, disait la légende. Quelqu'un avait commenté, la plus belle fête de fiançailles. Je suis resté très immobile. J'ai regardé la photo à nouveau. 40, peut être 50. Invité. J'ai regardé le père d'Ilona avec son bras autour de Gleb comme s'il était le sien.
Mon fils s'était fiancé. Il avait organisé une fête pour 50 personnes. Il ne me l'avait pas dit. Je ne suis pas un homme qui pleure facilement. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que ce n'était pas une surprise. C'était une confirmation. C'était la pièce finale d'un puzzle que je faisais semblant de pas voir depuis 18 mois. Je me suis souvenu d'une conversation avec Vassili, qui disait que sa sœur avait croisé Gleb et Ilona, et qu'Ilona avait dit « Oh, ses parents ne sont plus là ». J'avais cherché des excuses pour lui à l'époque. Plus, maintenant. Je l'ai appelé le lendemain matin à 9h. Félicitations, ai-je dit. Une pause. Pourquoi? Pour tes fiançailles, Gleb. J'ai vu les photos de la fête hier soir. Le silence qui a suivi était le silence du calcul. Papa, laisse-moi t'expliquer. Combien de personnes y avait-il à cette fête, Gleb? Environ 60. 60 personnes. Et ton père n'en faisait pas partie. C'était la fête de la famille d'Ilona. La liste des invités était là. L'heure. Est-ce que tu leur as demandé de m'y mettre? As-tu demandé une seule place pour ton père? C'est compliqué, papa. Sa famille a un certain. Son père t'a appelé fils sur cette photo. Est-ce que tu leur as dit que j'étais mort? Le silence cette fois fut le plus long de tous. Je n'ai pas dit mort, finit-il par dire. J'ai laissé supposer. Quand Ilona a mentionné, pour la première fois de rencontrer ma famille, j'ai dit que ma mère était partie. Et sa mère a dit, oh, donc tu es tout seul. Et je n'ai pas corrigé. Tu les as laissés penser que j'étais mort. Je ne voulais pas entrer dans toute cette histoire. Quelle histoire, Gleb? Qu'y a-t-il de si compliqué? À avoir un père? Il a expiré. Papa, tu dois comprendre qui sont ces gens. Son père a fait le MJMO. Ils vont à Courchevel. Je partais déjà de rien. Et devoir expliquer que mon père est un électricien à la retraite d'un quartier, ouvrier qui vit au-dessus d'un logement de location. Tu avais honte de moi. Je ne voulais pas que tu te sentes mal à l'aise. Tu les as laissés croire que j'étais mort pour ne pas avoir à te sentir embarrassé. Il n'a pas répondu. J'ai raccroché et j'ai regardé mes mains. 38 ans de travaux électriques. Des cicatrices de brûlure, un doigt tordu, une peau qui n'est jamais complètement propre. J'ai pensé à mon fils décidant que j'étais un fardeau. J'ai ressenti de la colère pure, froide et précise. Contre mon fils qui avait eu le choix, chaque jour et qui avait choisi le silence. Je suis allé au placard et j'ai sorti un dossier. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété du 11, rue Malaya Pokrovskaya. Propriétaire, Korniv Savli. Valterovitch. Le problème quand on est invisible, c'est qu'éventuellement, les gens oublient qu'on peut encore agir. J'ai appelé Vassili. Appelle ton beau-frère. L'agent immobilier. Denis est passé le lendemain matin. L'immeuble était en bon état. Il m'a donné un prix honnête. Tu es sûr de toi, Savli? Et le locataire du bas, Gleb? Il n'a pas de bail, ai-je dit. Il n'en a jamais eu. J'ai signé les papiers 3 jours plus tard. Simple, propre, terminé. J'ai appelé Gleb ce soir-là. J'ai besoin que tu aies quitté le logement du bas pour le 15. Dans 2 semaines. Quoi? J'ai vendu l'immeuble, Gleb. Le nouveau propriétaire veut en prendre possession. Tu as vendu l'immeuble? J'y habite. C'est ma maison. C'était ma propriété. Ça l'a toujours été. Ton nom n'a jamais figuré sur l'acte. Tu peux aller loger chez les parents d'Ilona. J'ai entendu dire qu'il avait de la place pour la famille. C'est à cause de la fête? C'est à cause de ces 2 dernières années, Gleb. Chaque fois que tu ne disais rien, tu m'apprenais que je n'avais pas d'importance. Je t'ai appris que j'encaisserais tout, mais c'est fini. Ce que j'ai fait avec cet immeuble n'était pas une vengeance. C'était une correction. Gleb est venu en voiture 2 jours plus tard. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi. Comment as-tu pu faire ça? Pour corriger le tir, Gleb. Comme tu l'as fait quand j'étais malade? Comme tu as corrigé la fête de 60 personnes où il n'y avait pas de place pour moi? Tu as regardé ma vie et tu as décidé qu'elle ne cadrait pas avec l'histoire que tu voulais raconter, alors tu m'as effacé. Papa, je suis désolé. Je vais tout dire à Ilona. On va recommencer à zéro. S'il te plaît, ne fais pas ça. Cet immeuble représentait 38 ans de ma vie, converti en mur pour que tu aies quelque chose de solide. Mais tu as décidé que ton père était la seule chose qui se tenait entre toi et la vie que tu voulais. Quand était-ce la dernière fois que tu m'as présenté à quelqu'un avec fierté, Gleb? Rien n'est sorti de sa bouche. Je lui ai dit, je n'essaie pas de te détruire. Mais j'en ai fini d'être invisible. Si tu veux une relation, ce sera une vraie. Je serai à ton mariage en tant que Savli Kornev, électricien à la retraite. Ton père, pas comme un secret. Il se tenait là, en pleurant. J'avais tellement peur qu'il voie d'où je
vient et décide que je ne lui convenais pas. Avoir honte de d'où tu viens. Et je dis, c'est la même chose que d'avoir honte de chaque main qui a construit le plancher sur lequel tu te tiens. Nous n'avons pas tout réparé ce matin-là. Il est parti, et je ne savais pas s'il dirait la vérité ou si nous retrouverions notre chemin l'un vers l'autre. Mais, je savais ceci. Je ne serai plus jamais invisible. Je prendrai la place que j'avais gagnée. Je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai regardé le quartier. Vassili est passé avec une part de tarte maison. Il m'a demandé comment je me sentais. Comme moi-même, ai-je répondu. Si on vous a déjà fait sentir comme un fardeau dans votre propre histoire familiale, alors vous comprenez. Pas pour la vengeance, mais parce qu'accepter l'invisibilité revient à accepter de disparaître. Et je n'étais pas prêt à disparaître. Pas encore. La dignité n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut vous donner. Vous la reprenez vous-même. Et cela en vaut toujours la peine.